Bonjour, bonjour tout le monde. Voici le Export Talk numéro 30, les derniers de cette année. Après qu'on a parlé de pas mal de choses inhérentes à l'export, on arrive à les certificats d'origine. Et donc, aujourd'hui, on parlera plus dans les détails de ce que sont les formalités administratives à l'export, en collaboration avec la Chambre de commerce de Bruxelles, connue aussi comme BESI, qui détient toutes les formalités administratives pour exporter. Et donc, avant de commencer et de parler dans plus les détails de tout ça et introduire les deux intervenants, je m'appelle Katia Giovannetti et je travaille au sein de la BU Export à Hub Brussels et je suis account manager export et donc j'accompagne les entreprises qui sont dans leur premier pas vers les marchés autres que la Belgique. Et donc, on fait de la sensibilisation et des accompagnements plus spécifiques pour les startups et les entreprises qui n'ont pas encore franchi les pas de l'exportation, en collaboration avec toute l'équipe export et notre réseau d'attachés économiques et commerciaux qui sont partout dans le monde. Et donc, au sein de ces accompagnements, on a fait ces Export Talks et donc ces webinaires. Aujourd'hui, on est au numéro 30. Et avant de se dire au revoir et passer à le prochain numéro 31 pour les 2022, aujourd'hui, alors, on parlera des certificats d'origine avec une différence entre ce qui est préférentiel ou non préférentiel, avec deux intervenants. Et donc, nous avons Monsieur Marc Veignet, Advisor Trade Policy à l'ESPF Économie, et Madame Géraldine Reitners, j'espère de bien prononcer, Advisor Export aux formalités à la Chambre de commerce. Donc, je vous cède la parole aux deux intervenants. Je vous laisse présenter et peut-être bien prononcer votre nom de famille si je me suis trompée. Et voilà, bon webinaire. Et si, une chose importante, si vous avez des questions, vous avez toujours un petit chat en bas de votre écran. Vous pouvez poser les questions. On va les résumer ensemble à la fin du webinaire et les deux intervenants pourront vous répondre. Voilà. Voilà, je répète mon bon séminaire et à tout de suite. À vous la parole. Voilà, merci Katia pour cette introduction. Bonjour à tous, je m'appelle Marc Veignet, je travaille au service public fédéral économie, à la direction générale analyse économique et économie internationale et je dirige actuellement le service commerce et investissements internationaux. Alors c'est un service qui traite de toute une série de matières en lien avec la politique commerciale et un des sujets que nous suivons activement, c'est la matière origine des marchandises. C'est la raison pour laquelle les collaborateurs de BESI ont fait appel à moi et aussi à Géraldine pour vous faire une présentation sur l'origine, vu que en Belgique, c'est le ministre de l'économie qui détient la compétence pour cette matière qui, en réalité, est une matière plutôt douanière. Alors, dans la pratique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous gérons donc, nous suivons de manière globale l'origine, à la fois l'origine non préférentielle et l'origine préférentielle. Nous travaillons en collaboration avec la douane et les chambres de commerce. La douane gère l'aspect préférentiel pour nous et les chambres de commerce gèrent l'aspect non préférentiel et notamment la délivrance des certificats d'origine pour nous. Voilà, ça explique un peu les relations, le pourquoi nous sommes là et les relations entre l'économie et les chambres de commerce. Alors aujourd'hui, on m'a demandé de faire une présentation sur l'origine préférentielle. Donc, du coup, je vais éteindre ma caméra et si je trouve l'endroit, voilà. Et on va commencer avec la bonne présentation, c'est celle-là. Voilà. Ça, je ne sais pas comment je dois faire disparaître ceci en bas dans le coin. Alors, voilà. Donc, je vais suivre le plan suivant donc, pour mon exposé. Je commencerai par une brève introduction. J'expliquerai un peu le cadre dans lequel les exportateurs
et importateurs sont confrontés à l'origine préférentielle. Et puis, donc, j'introduirai les principaux concepts de l'origine préférentielle. Bon, l'idée de la présentation n'est pas de donner une formation avec des textes juridiques et de lire simplement des articles, etc., ex cathedra, mais plutôt de donner des exemples illustrés pour faire comprendre les mécanismes, les grands principes de fonctionnement. Alors voilà, j'essaie de voilà. Alors d'abord, qu'est-ce que l'origine? L'origine d'un bien, donc c'est en quelque sorte sa nationalité et les règles d'origine donnent les conditions de production auxquelles un bien doit répondre en vue d'obtenir la nationalité donc du pays dans lequel il a été fabriqué. Il y a deux types d'origine. Il y a d'une part ce qu'on appelle l'origine non préférentielle ou l'origine économique et elle est utilisée pour la mise en œuvre de toute une série de mesures de politique commerciale. Il y a des mesures tarifaires, des mesures non tarifaires, des mesures politiques. Donc, on a par exemple les droits anti-dumping, les mesures de sauvegarde, des questions d'embargo, de boycott, le recours à des contingents. C'est aussi utilisé pour les statistiques, pour les marchés publics, pour le marquage de l'origine et dans une très faible proportion encore aujourd'hui dans le cadre de la politique agricole commune, puisque pour pouvoir bénéficier de restitutions à l'exportation lorsqu'on exporte certains produits agricoles, je crois du lait, il faut pouvoir prouver que les biens ont une origine non préférentielle Union européenne, mais ça devient très réduit. Alors, l'origine non préférentielle, tous les produits ont une origine non préférentielle et il faut trouver un moyen de la déterminer. Et cette origine, elle peut s'exprimer de différentes manières. Ça peut être UE, puisque donc, par exemple, les États membres de l'Union européenne forment un seul territoire douanier. Donc, ça peut être une dénomination. Donc, pour indiquer l'origine, ça peut être UE. On peut aussi mentionner le nom de l'État spécifique ou ça peut être un nom d'un pays tiers. Voilà. Ça, c'est de manière très résumée, donc, l'origine non préférentielle. Ça, ce sera le thème de la présentation donc, de Géraldine. Donc, je ne vais pas aller plus loin sur cet aspect-là. Moi, ce qui me concerne de ma présentation va être centré sur l'origine préférentielle. Elle est conférée à des marchandises donc, qui proviennent de pays particuliers et pour que cette origine soit conférée, il faut que certains critères, certaines conditions aient été respectées et lorsque le produit devient originaire, alors à ce moment-là, il peut bénéficier de certains avantages préférentiels, par exemple des réductions de droits de douane lors de leur importation. Alors oui, dans le cas de l'origine préférentielle, un produit a une origine préférentielle ou bien il n'a pas d'origine préférentielle. Donc c'est différent du contexte précédent, donc de l'origine non préférentielle, où un produit a toujours une origine. Ici, dans le cadre préférentiel, un produit, soit il a une origine préférentielle, soit il n'a pas d'origine préférentielle. Alors en fait, donc les pays s'accordent, signent des accords de libre-échange et s'accordent des avantages tarifaires, des réductions de droits de douane. Et donc, voilà, ça se passe dans ce contexte-là. On verra après quelques exemples de cas. Première chose d'abord, un outil qui peut être utile pour vous, c'est la plateforme Access to Markets. C'est une nouvelle plateforme créée récemment par la Commission qui remplace en fait les outils qui existaient avant. Il y avait la MADB, il y avait donc certains autres outils qui ont été modernisés. Maintenant, on a Access to Market qui vous permet de faire des recherches sur base du code douanier, du pays et de la destination et vous pouvez donc trouver des informations sur les tarifs, les droits à l'importation. Si on regarde un exemple, par exemple, si vous voulez importer dans l'UE de la sauce soya, en encodant le code douanier, donc le 210310, vous trouvez donc les taux d'importation et vous voyez que dans le cadre de l'accord de libre-échange conclu par l'Union européenne avec la Corée du Sud, eh bien, si votre produit a une origine préférentielle Corée du Sud, eh bien, il peut être importé dans l'Union avec un tarif préférentiel de 0%.
alors que autrement, le tarif normal qui s'applique à tout pays, hein, donc c'est erga omnes, c'est tout pays confondu, donc c'est 7,70%, donc en dehors des accords de libre-échange. Alors, même chose à l'exportation, donc si on exporte l'huile de soja, on voit que c'est 0% à l'importation en Corée du Sud, et on voit que la Corée du Sud est moins généreuse que nous, puisque autrement, donc le tarif qui est appliqué là-bas, c'est 8%. Un autre outil, donc je fais la publicité pour les collègues du SP Finance, c'est Tarbell, pardon, qui contient aussi toute une série d'informations, les tarifs, les mesures applicables aux produits, etc. Donc vous regarderez à votre aise. Il y a aussi moyen de trouver pas mal d'informations sur la nomenclature. Donc globalement, effectivement, le recours aux accords de libre-échange, ça permet quand même de faire des économies qui peuvent être importantes, puisque dans les exemples précédents, on voit que sur 100 000 euros, on a quand même des réductions de 7 700 et 8 000 euros. Donc, ça peut être quand même intéressant. Alors, le cadre dans lequel tout cela fonctionne, très rapidement, donc une liste des accords de libre-échange conclus bilatéraux conclus avec donc par l'Union européenne. Donc on a les pays du Maghreb, Mashraq, Israël, la Palestine, West Bank of Gaza, etc. On a maintenant le Royaume-Uni hein, qui est sorti de l'UE, donc c'est pour ça qu'on n'est plus qu'à 27. Le Canada, donc CETA, les pays d'Amérique centrale, la communauté andine, le Mexique, le Chili, la Côte d'Ivoire, le Ghana, Singapour, Corée du Sud, Japon, Vietnam, en négociation l'Indonésie, l'Australie, Nouvelle-Zélande. On a également les accords de partenariat économique avec les pays ACP. Donc vous retrouvez, j'ai fait exprès de le mettre dans la PowerPoint parce qu'on n'a pas toujours une vision claire des territoires, des pays et territoires qui sont couverts. Donc vous avez les pays et territoires du CARIFORUM, de la zone Pacifique, ESA, SADC, Afrique centrale. Puis on a ce qu'on appelle des préférences unilatérales. Alors la flèche va des pays de la droite vers la gauche. Pourquoi? Parce que l'Union européenne offre des préférences unilatérales aux pays bénéficiaires du SPG, donc ce sont les pays en développement. Et donc, en fait, ces pays peuvent exporter vers l'Union européenne en bénéficiant de préférences tarifaires. Donc, ça se passe surtout à l'importation dans l'UE. Et puis, il y a également les pays et territoires d'outre-mer. Alors, en rouge, ce sont ceux qui ont été retirés de la liste avec le Brexit. Et alors, dans certains cas, ils offrent aussi des préférences en retour. C'est pour ça qu'il y a une flèche dans les deux sens pour 3 territoires, donc la Nouvelle-Calédonie, Polynésie française et Saint-Pierre-et-Miquelon. Et puis, nous avons un cas particulier qui est celui de la Turquie. La Turquie, c'est un peu spécial puisque nous avons un accord pour le charbon et l'acier. Donc, hein, c'est le Agreement between the European Coal and Steel Community. Donc, ça se trouve au journal officiel L227 de 1996 avec une décision d'amendement en 2009. Mais vous aurez toutes ces vous aurez une copie de la PowerPoint après sous format PDF, donc vous ne devez pas prendre des notes. Et nous avons également, pour les produits agricoles, nous avons un trade regime pour les produits agricoles. Et puis en dehors de ça, nous avons une union douanière qui couvre les produits industriels et les produits agricoles transformés. Alors, oui, il y a une petite remarque qui dit que dans les 3 cadres, il y a des dispositions qui permettent d'établir un lien avec le protocole Panormet. Je vais expliquer après de quoi il s'agit, ce dont il s'agit. Alors, comment ça fonctionne, l'union douanière? Eh bien, donc, on a des marchandises qui sont donc en libre circulation au sein de cette union douanière. Il y a 3 types de produits. Il y a les produits qui sont considérés comme entièrement obtenus parce que leur production ne fait intervenir qu'un seul pays.
hein. Donc du coup, ben, au niveau des composantes ou au niveau des processus, tout se déroule dans un seul pays, donc c'est entièrement obtenu. Ou bien on a des produits qui sont entièrement ou partiellement manufacturés à partir de composants originaires de pays tiers et pour lesquels on a payé les droits lors de leur entrée à la frontière externe de l'union douanière. Ou alors on a carrément des produits qui sont originaires de pays tiers pour lesquels les droits ont été payés lors du franchissement de la frontière donc externe de la zone. Premier exemple pour illustrer ça. Donc, imaginons que nous avons des petits gâteaux turcs, hein, et ils peuvent circuler librement dans l'union douanière puisqu'il s'agit de produits agricoles transformés. Alors, ils sont accompagnés pour ce faire d'un ATR. Un ATR, c'est un document douanier. C'est un certificat de circulation des marchandises qui est émis par la douane et qui a deux utilités. Tout d'abord, il démontre que les produits relèvent bien de l'union douanière et peuvent être mis en libre pratique. Si, deuxième chose, les droits ont été payés. Donc, ça, en fait, voilà, ça démontre qu'ils relèvent de l'union douanière et que les droits ont été payés. Et à partir de là, donc, ils peuvent être mis en libre circulation. Deuxième exemple, nous avons du sucre de canne du Malawi qui relève du chapitre 1702 dans le système harmonisé. Alors, le chapitre, pardon, c'est les deux premiers chiffres et la position tarifaire, c'est les quatre premiers chiffres. Donc, ici, le chapitre, c'est 17 et la position tarifaire, c'est 1701. Alors, ce sucre de canne est importé dans l'UE via le SPG, donc j'en ai parlé tout à l'heure. Il y a plusieurs régimes dans le SPG, je ne vais pas détailler. Il y a un régime général, GSP, puis GSP+, et puis après, c'est Everything But Arms. Bon, on ne va pas aller loin dans les détails, mais je vais simplement dire que sur base des préférences SPG, donc il y a 0 droit d'importation à payer lors de l'entrée sur le territoire de l'UE. Par contre, pour le houblon importé des États-Unis et qui relève de la sous-position tarifaire 12-10-10, donc la sous-position est indiquée au niveau des 6 premiers chiffres. Là, il y a un tarif de 5,8% à payer. Alors en Belgique, on ajoute de l'eau, du malt, de la levure, des extraits de fruits et on fabrique une bière fruitée qui est donc un produit agricole transformé. Et donc, à partir du moment où on a payé les droits sur les matières non originaires, à savoir le sucre de canne pour lequel il y avait 0 à payer, et puis 5,8% sur le houblon américain, eh bien, les marchandises, enfin le produit fini peut être mis en libre pratique, donc circuler librement au sein de l'union douanière vers la Turquie en étant accompagné d'un ATR. Troisième exemple, ici on a des nouilles japonaises lyophilisées, là, enfin sèches, de la sous-position, enfin c'est sous-position fractionnée, c'est 19,02 30 90. Ici carrément, donc ce sont des produits d'origine tierce et on paie les droits à l'importation dans l'UE et là aussi, donc on n'a pas fait d'ouvraison supplémentaire au sein de l'UE, donc il n'y a pas de changement d'origine et pourvu qu'on ait payé les droits, eh bien elles peuvent circuler librement. Ce sont des produits agricoles transformés également. Alors, une slide importante qui donne un cadre particulier, c'est ce qu'on appelle la zone de cumul pan-euro-méditerranéenne. Alors, il faut savoir qu'au début des années 2000, Pascal Lamy, qui est une personnalité au niveau de l'OMC, vous avez peut-être entendu parler, donc il avait tiré un constat sur la situation économique et les échanges commerciaux entre l'Union européenne et les pays étrangers. Et donc, dans son constat, il disait voilà, que soulignait le fait qu'on exportait davantage avec des pays plus éloignés par rapport aux pays proches du Maghreb. Et donc, les ministres Euromed se sont réunis et ont réfléchi pour trouver une solution, comment on pouvait intensifier les échanges entre l'UE et la zone et les partenaires méditerranéens. Et donc, plusieurs exercices ont été réalisés et on a créé ce qu'on appelle la zone de cumul pan-euro-méditerranéenne. Alors, vous voyez que dans cette zone, on retrouve l'EFTA, donc c'est la European Free Trade Association,
qui regroupe la Norvège, l'Islande, Liechtenstein, qui eux-mêmes font partie de la European Economic Area, donc l'espace économique européen, auquel on ajoute la Suisse, et ça fait donc l'EFTA. Il y a la Turquie, il y a l'UE, donc ça c'est ce qu'on appelle les anciens pan-européens. Et puis dans la zone, on trouve aussi les pays du Maghreb, du Mashrek, les territoires d'Israël, de Palestine, les Balkans, les îles Féroé, la Moldavie, la Géorgie, l'Ukraine, qui se sont rajoutés les dernières années. Donc, vous voyez, c'est une zone qui est en expansion. Alors, dans cette zone, pour faire cohabiter, si vous voulez, tous ces pays et faire en sorte qu'il y ait des, comment dirais-je, des possibilités d'obtenir plus facilement l'origine lors des échanges entre eux, on a créé un protocole qui reprend les règles d'origine qui seraient des règles d'origine préférentielle communes entre toutes ces parties, et une disposition particulière qui s'appelle le cumul diagonal. Donc, c'est une disposition qui s'applique à trois. Donc, il faut au moins trois partenaires de la zone qui ont conclu des accords entre eux et qui appliquent ces mêmes règles d'origine et qui ont adopté aussi une coopération administrative. Alors, pour travailler, bon, maintenant, avec le temps, ils ont tous conclu des accords, mais auparavant, ce n'était pas le cas. Donc, on avait des matrices qui faisaient l'état des lieux, des conclusions d'accords entre les parties pour savoir entre quelles parties ce cumul diagonal était possible. Bon, voilà. Alors, donc cette zone, donc il y a d'abord eu un protocole pan-euro-méditerranéen donc de l'origine. Ensuite, pour des raisons pratiques, on a créé un outil qui permet de réviser ces règles. Pourquoi? Parce que c'était trop difficile lors de chaque révision, modernisation des règles, d'aller chaque fois dans chaque protocole annexé, individuel, annexé aux différents accords de libre-échange. On a décidé de créer ce qu'on appelle une convention pan-euro-méditerranéenne. Donc, c'est un document de base qui reprend tout ce qui est en commun, c'est-à-dire le protocole qui est en commun. Et dans les accords de libre-échange, eh bien, il y a une référence qui renvoie vers ce protocole, cette convention. Alors, on a utilisé dernièrement la convention comme outil pour mener un exercice de réforme, de révision des règles d'origine pan-euromètre et qui a abouti il n'y a pas longtemps, hein, avec un nouveau protocole, donc avec des règles modernes révisées. Donc, on a simplifié les règles et on les a modernisées aussi, et qui forment actuellement un set de règles alternatives. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque les pays partenaires auront signé de nouveau des accords entre eux, auront convenu d'adopter ces règles alternatives et qu'ils auront la possibilité de l'appliquer entre eux, ça va se faire progressivement. Là, il va aussi y avoir un tableau avec des matrices. Eh bien, les opérateurs économiques vont pouvoir choisir entre les règles anciennes, qui sont toujours d'application, et le deuxième set de règles. Bon, le problème, c'est que ce n'est pas compatible entre les deux. Donc, tout ça reste assez compliqué à mettre en œuvre. Mais voilà, ça, c'est un peu le décor dans cette zone où les règles d'origine sont appliquées. Alors, voici un tableau qui donne une vision d'ensemble. Donc, on retrouve un peu tous les cadres existants. Vous voyez que pour le SPG, il y a encore 71 pays bénéficiaires. Oui, je peux encore dire que dans le cadre du SPG, donc le système des préférences généralisées, donc qui fait au sein duquel l'Union offre des préférences tarifaires aux pays en développement, on fait la distinction entre les pays en développement et ce qu'on appelle les PMA, les pays les moins avancés. Et donc, il y a des règles qui sont plus souples pour les PMA. Voilà. Alors, vous trouverez donc pour votre information des liens avec l'endroit sur le site de la Direction générale Taxe Sud, donc c'est Taxation and Custom Union de la Commission européenne, où on retrouve donc on peut télécharger tous les protocoles origines des différents accords conclus. Donc vous trouvez ici un inventaire. J'ai ajouté aussi l'accord avec le Japon, le Vietnam, Singapour, la Côte d'Ivoire, les PTOM, le SPG avec les différents règlements, aussi le pan-euromètre.
Voilà. Également un lien vers un site qui permet de suivre un peu l'actualité avec tous les pays tiers, voir ceux avec lesquels on a des accords et ceux où il y a des négociations qui sont en cours. Oui, alors j'arrive à une dernière slide de cette première partie. Donc pour pouvoir bénéficier des préférences, l'opérateur doit aussi, il faut qu'il y ait aussi des preuves d'origine qui soient émises. Alors très brièvement, parce que c'est pas le but de la présentation de se focaliser sur les preuves d'origine, parce qu'en fait c'est quelque chose qui est géré par la douane, hein, c'est eux qui ont la gestion pratique des preuves, mais aussi des autorisations. Donc voici un peu une feuille, une slide qui récapitule les différentes preuves qu'on peut rencontrer. Donc il y a tout d'abord les certificats qui sont délivrés par les autorités douanières. Donc on avait, dans le cas du SPG, on avait le certificat forme A. Donc ça a pris fin en 2020. Il y avait une prolongation suite au Covid, aux mesures de Covid, pour certains pays bénéficiaires qui avaient été autorisés à maintenir encore un petit peu pendant un certain temps la délivrance des formes A. Mais depuis le 31 décembre 2020, il n'y a plus de forme A délivrée. Ça ne veut pas dire qu'à un moment, on n'est pas confronté à un forme A pour des marchandises qui sont encore sous entrepôt douanier. Mais bon, dans la réalité, il n'y a plus aucun forme A délivré. Donc, ça veut dire qu'on est passé à autre chose, à ce qu'on appelle l'autocertification REX. On va voir au point suivant. Alors, on a aussi, donc, dans la plupart des accords de libre-échange classiques, donc, on a le certificat de circulation UR1, qui est un document délivré par la douane. On retrouve dans les différents accords, on retrouve dans les zones de cumul SAP et SAP+. Bon, sans vouloir entrer dans les détails, ce sont des zones de cumul qui concernent les Balkans, les pays des Balkans. Et puis, il y a ce qu'on appelle le certificat de mouvement EURMET, qui lui est un document qui a été créé pour la zone paneuroméditerranéenne de cumul dont je viens de vous parler tout à l'heure. Donc, en fait, c'est utilisé principalement dans le cadre du cumul diagonal, puisque pour que ce cumul soit possible, il faut que les parties qui sont impliquées répondent à certaines conditions. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ils doivent avoir signé des accords entre eux, ils doivent avoir une coopération administrative et ils doivent appliquer les mêmes règles. Et donc, on avait besoin d'une preuve différente de la preuve classique, qui donne des informations sur ce qui s'est passé dans la fabrication des marchandises qui sont exportées. Et donc, le certificat EURMET contient un emplacement où on peut donner des informations sur ce qu'on a fait avec les marchandises. Donc, par exemple, dans un pays A, on a utilisé les marchandises d'un pays B sur lesquelles on a fait un cumul. Et puis après, ça a été exporté vers C qui a fait un autre cumul. Et donc, voilà, le pays vers lequel c'est exporté en D a les informations et sait s'il peut poursuivre son exportation dans le cas d'un échange MED avec une préférence ou bien s'il ne peut pas demander de préférence après. Donc tout ça, c'est horriblement compliqué, mais voilà, c'est la raison pour laquelle le RMET a été mis en place. Deuxième type de preuve, ce sont les déclarations qui sont faites par les exportateurs. Il y a un certain nombre d'années, donc la Commission avait identifié toute une série de problèmes. Il y avait d'une part le problème que certains pays bénéficiaires du SPG, bien les autorités étaient un petit peu, ils avaient certaines lacunes ou ils ne géraient pas bien la délivrance des preuves et donc il y avait des préférences qui n'étaient pas payées. Et les importateurs ou les opérateurs économiques invoquaient le principe de la bonne foi. Et donc, c'était des pertes de recettes pour l'Union européenne. Et donc, on a réfléchi pour trouver une solution, pour essayer de remédier à cela. Donc, en un premier temps, l'Union européenne a proposé à certains pays partenaires avec lesquels elle négociait des accords de libre-échange, c'est par exemple le Chili, je crois, et le Mexique, ils ont proposé d'insérer une clause de responsabilité financière. Seulement, les négociateurs chiliens et mexicains n'étaient pas stupides et donc ils ont refusé. Alors il y a eu un livre vert, un livre blanc. Enfin bon, les États membres ont
fait des contributions. Et le résultat de tout ça, ça a donné l'idée de lancer l'autocertification, c'est-à-dire un report de la certification qui est transférée de la douane vers les opérateurs économiques. Alors évidemment, pour la douane, c'est un plus puisqu'ils peuvent réaffecter leurs moyens pour faire autre chose, pour se concentrer sur les contrôles et la formation. Donc, ça fait rentrer aussi des recettes, bon, plus efficaces. Ça réduit leurs coûts. Et pour les opérateurs, ben, ça donne plus de souplesse, mais il y a aussi, à côté de cela, plus de responsabilités et donc plus de risques. Alors, dans le cadre du SPG, donc, le forme A a été remplacé par une déclaration d'origine. On a décidé d'appeler ça attestation d'origine pour faire une distinction avec les autres contextes que le SPG et REX. Donc, REX, c'est le système, c'est le Register Exporter System. Pourquoi? Parce que les opérateurs qui vont faire des déclarations d'origine, des attestations d'origine dans le cadre SPG, eh bien, ils doivent être enregistrés dans la base de données REX si le montant de l'envoi pour lequel ils veulent faire une déclaration dépasse 6 000 euros. Alors ça, c'est quelque chose qui est nouveau. Donc, d'une part, c'est l'autocertification, c'est-à-dire il n'y a pas de preuve établie par la douane. L'autre changement, c'est que auparavant, dans les accords classiques, lorsque le montant de l'envoi était supérieur ou égal à 6 000 euros, il fallait être exportateur agréé. Alors, il y a une petite différence donc par rapport aux autres accords, puisque dans le cadre de l'autocertification REX, les opérateurs doivent seulement être des exportateurs enregistrés et donc pas agréés. Donc, enregistrés, c'est beaucoup plus souple. Il suffit de donner un certain nombre d'informations. Quel type de business vous faites? Est-ce que vous êtes négociant? Est-ce que vous êtes producteur? Les codes douaniers, enfin quelques informations. Il y a quelques engagements à prendre, mais c'est beaucoup plus souple puisque l'autorisation douanière qui consiste à être exportateur agréé, ça c'est quelque chose qui est beaucoup plus lourd. Ça demande une investigation, une enquête. La douane vient dans l'entreprise. Elle vérifie que l'opérateur connaît, elle comprend les règles, elle inspecte un peu les processus et donc il y a une sorte de mini-étude, donc ça peut prendre quelques semaines ou quelques mois. Voilà, je pense que j'ai tourné ça. Pop, pop, pop. En gros, je pense que j'ai couvert. Voilà, donc ce que je peux dire, c'est que l'autocertification, ça je peux ajouter. Actuellement, donc l'autocertification REX, c'est utilisé dans le cadre du SPG, dans le cadre du Canada, du Vietnam, ESA, donc c'est avec l'Afrique, OCT, donc c'est PTOM, le Ghana, la Côte d'Ivoire et le Japon. Alors pour être un peu plus précis, pour le Vietnam, donc les opérateurs de l'UE utilisent REX, hein, lorsqu'ils font un cumul bilatéral, c'est-à-dire lorsqu'ils importent des matières des pays SPG, ils font une livraison et réenvoient avec une préférence vers le pays bénéficiaire SPG, bah, ils utilisent REX. Donc ça veut dire qu'ils doivent avoir un numéro d'autorisation, ils doivent être enregistrés. Cet enregistrement se fait auprès de la douane. Et les Vietnamiens, quant à eux, ils ont deux possibilités. Soit ils font une déclaration quand l'envoi est moins de 6 000 euros. Et je crois qu'ils ont encore le EUR1. Le Canada, dans la relation avec le Canada, donc les opérateurs de l'UE utilisent REX et les opérateurs canadiens, c'est l'autocertification sur base du Canadian Business Number. Donc, c'est pas REX. Alors, pour ESA, OCT, Ghana, Côte d'Ivoire, eux, ils utilisent le EUR1, mais les opérateurs de l'UE utilisent REX. Pour le SPG, ça j'ai déjà expliqué, donc voilà. Et pour la Corée du Sud, c'est un peu particulier. C'est pas, on n'utilise pas REX, mais c'est quand même l'autocertification parce que en Corée du Sud, ils ont le choix entre la déclaration sur facture jusqu'à 6 000 euros. Et lorsque c'est égal ou supérieur à 6 000 euros, il faut être exportateur agréé. Mais il n'y a plus de EUR1. Donc, il n'y a plus de certificats délivrés par la douane en Corée du Sud. Donc, c'est aussi, ils sont passés à l'autocertification, mais c'est pas REX et c'est pas un système différent. Enfin, bon,
Voilà, ça c'est juste pour donner un petit état des lieux par rapport à l'autocertification. Et puis alors en interne, il y a une preuve qui est utilisée par les opérateurs de l'Union. Donc c'est un document qui a une existence légale à l'intérieur de l'Union européenne. C'est la déclaration du fournisseur. C'est un document qui permet de donner des informations d'un fournisseur à son client sur la position tarifaire des marchandises, la matière première est originaire de tel pays, elle utilise telle matière première, la valeur de ces matières est X, enfin on donne une description et des informations. Alors voilà, à ce stade-ci, avant de passer à la PowerPoint suivante, je voudrais répondre à une question qui m'a été transmise par la Chambre. La question, c'était comment on fait pour avoir un numéro d'autorisation pour un produit d'origine préférentielle européenne dans le cadre d'exportation de produits belgo-chinois vers la Suisse et ou Dubaï, où repérer l'information. Alors tout d'abord, il n'y a pas d'accord de libre-échange avec Dubaï, donc il n'y a pas de préférence. Si c'est avec la Suisse, ce sera dans la zone PEM, donc il faut regarder dans le protocole origine dans le cadre Pan-Euromed. Alors, il n'y a pas de produit belgo-chinois parce que je comprends ce qu'on veut dire, c'est que ça a été fabriqué avec des processus et des composants qui impliquent les deux pays, mais bon, il n'y a qu'un résultat global. Et donc, dans le cas présent, si l'idée est d'exporter vers la Suisse ou Dubaï, donc je comprends que l'origine, ce sera Union européenne. Alors, comment faire pour avoir un numéro d'autorisation? Donc, la question là, elle n'est peut-être pas suffisamment précise parce que en termes d'autorisation, je vois deux possibilités. Soit dans le cadre de l'autocertification, donc il y a le numéro d'exportateur enregistré dans REX, ça pourrait être ça. Et ça, c'est la douane qui gère. Donc, le numéro repose sur, il faut avoir un numéro EORI. Ou alors, justement, c'est, voilà, il y a le numéro d'autorisation EORI. Ça s'appelle donc Economic Operator Registration and Identification Number. Et ça, on obtient aussi auprès de la douane. Ou alors, c'est le numéro d'exportateur agréé qui s'obtient aussi auprès de la douane. Donc voilà, dans les trois cas, adressez-vous à la douane pour avoir cette information concernant les autorisations, c'est la douane qui gère. Voilà, alors je vais passer maintenant à la présentation suivante. Voilà. Je dois dire que je ne vois pas la petite icône pour le moment s'il y a des questions. Donc, s'il y a des questions, soit c'est après, soit ça peut être en bilatéral. Je ne sais pas si on aura le temps après parce qu'il y a pas mal à dire. Ou sinon, il faut que Katia ou Géraldine prennent le micro à un moment et le disent le moment opportun. Mais autrement, je continue. Donc, j'arrive à la troisième partie de la présentation, donc concernant les règles d'origine. Alors, il y a donc les principes que je vais passer en revue. Donc, la première chose à faire, c'est d'identifier le cadre légal, hein, donc où se trouvent les règles. Ben, ça peut être un protocole origine qui est annexé à l'accord de libre-échange. Ça peut être, par exemple, une annexe au code de l'Union. C'est le cas, par exemple, pour le SPG. Ça peut être un règlement qui renvoie à des actes délégués, donc dans le cadre d'un arrangement, un régime autonome. Voilà. Alors après, donc oui, quand on regarde dans un protocole, les principales dispositions, en tout cas celles que je voudrais exposer, il y a d'abord l'anti-obtention. Deuxièmement, c'est les transformations suffisantes. Troisièmement, les processus sous raison insuffisante. Et puis la notion de cumul. On va voir, je vais expliquer. Donc, l'ouvraison suffisante, ça peut être une combinaison de critères qui sont mis en œuvre. Alors, premier principe, c'est qu'un produit garde son origine inchangée jusqu'à ce qu'il subisse une ouvraison suffisante. Alors, on est bien dans le contexte préférentiel, on parle d'ouvraison suffisante. Vous verrez dans la présentation de Géraldine que dans le cas de l'origine non préférentielle, il y a des concepts qui se ressemblent, mais là, en l'occurrence, on parle d'ouvraison substantielle. Ici, dans le cadre préférentiel, ça s'appelle autrement, c'est ouvraison suffisante.
Autre chose, c'est que un protocole origine, d'un accord à l'autre, comme c'est le résultat de négociations, les protocoles ne sont pas les mêmes. Hein. On essaye le plus possible d'exprimer la même chose ou de garder les mêmes règles, mais chaque fois, il y a une négociation et donc il y a des gagnants, des perdants, et on doit parfois faire des concessions. Ça, c'est une première remarque. Autre chose, même si tous les produits sont achetés dans l'UE, ça ne veut pas dire qu'ils sont forcément originaires de l'UE. Hein, il faut toujours garder en tête qu'il faut avoir une preuve d'origine, par exemple une déclaration du fournisseur. Donc, voilà. Alors, il y a un certain nombre d'éléments qu'on doit tenir compte. Il y en a que j'ai déjà cité, le cumul. Il y a la règle de tolérance. On verra, c'est illustré dans les exemples. Le drawback, je ne vais pas en parler. C'est trop compliqué. Ça a un impact sur l'émission des preuves dans le cadre du panoromètre, mais c'est vraiment trop compliqué pour une introduction aujourd'hui. Et puis, il y a les questions liées à la territorialité, le transport direct, la non-manipulation. Le grand principe, c'est que lorsque la marchandise a obtenu un statut préférentiel, une origine préférentielle, et qu'elle est exportée vers un autre partenaire, si elle traverse un autre pays, il faut certaines garanties. Il faut pouvoir démontrer à l'arrivée qu'il s'agit des mêmes marchandises et qu'on n'a pas fait des manipulations qui ont pu altérer ou changer le statut des marchandises. Ça, c'est le grand principe. Mais bon, je ne vais pas voir ça aujourd'hui en détail. Alors, deux situations très différentes. Donc, le cas facile, c'est lorsque un seul pays est concerné dans la production du bien, soit au niveau des composants, soit au niveau des processus. Donc, on parle d'anti-obtention. Je vais illustrer ça avec des exemples tirés de différents cadres, différents accords de libre-échange. Et puis, il y a des cas qui sont évidemment moins faciles. C'est lorsque plusieurs pays interviennent, soit au niveau des processus, soit au niveau des matières premières. Premier cas, donc, comme je l'ai dit, l'anti-obtention. On va voir des exemples. Premier exemple qui est tiré ici de l'accord. Il faudra aller regarder dans l'accord de libre-échange avec la communauté andine, Colombie, Pérou, Équateur. Donc, dans l'exemple, on a du pétrole qui est pompé en Colombie et qui est importé dans l'UE. La question, c'est est-ce que ce produit est originaire? Est-ce qu'il y a une origine préférentielle? Est-ce qu'on bénéficie de préférences, de réduction de droits à l'importation dans l'UE? Alors, il faut regarder dans l'accord de libre-échange Colombie, Pérou, Équateur et on voit à l'article 5, donc, qui porte sur l'anti-obtention, on nous dit, voilà, les produits suivants sont considérés comme entièrement obtenus dans l'Union européenne ou dans une des parties signataires de la communauté andine. Petit a, les produits minéraux qui sont extraits de leur sol ou sous-sol ou du fond marin. Donc, c'est couvert ici. Donc, la réponse est oui. Donc, c'est origine préférentielle. Deuxième exemple, en France, donc à Vergès, dans le Gard, on pompe de l'eau naturelle et dans l'usine de Perrier, donc ils rajoutent du gaz, ils font des bouteilles, hein, donc ils mettent en bouteille et on exporte vers la Tunisie. Alors, est-ce que c'est originaire? Alors là, donc de nouveau, il faut regarder le cadre. C'est la Tunisie, donc on pourrait regarder dans l'accord bilatéral UE-Tunisie. Plus facile, c'est de regarder dans la convention régionale PEM. Et pour l'exemple, j'ai pris les règles modernisées qui sont maintenant entrées en vigueur. Et on peut voir que donc, la formulation change par rapport à l'exemple précédent et ça montre aussi que les règles d'origine, elles sont en évolution. Comme je l'ai dit, il y a les négociations. On essaie de tenir compte chaque fois des règles les plus récentes. On ajoute des choses, on retire des choses. Ça dépend de la négociation. Et en l'occurrence, ici, on a rajouté au petit a donc et l'eau naturelle extraite de son sol. Donc, vous voyez que ça change, la formulation change d'un accord à l'autre. Deuxième, autre exemple, en Égypte, donc on récolte des patates douces hein, et donc de la position 07 14 20 10, on l'exporte vers l'Union européenne. Est-ce que c'est originaire? Alors là, on va voir dans la convention régionale, donc les règles classiques, à l'article 4, donc vous voyez
tout à l'heure c'était article 5, ici c'est article 4, et on voit petit b, les produits végétaux qui sont récoltés sur place. Alors, dans un protocole origine, vous avez deux endroits où on trouve des dispositions vraiment pour les produits. Vous avez des dispositions générales comme l'entière-obtention qui donne la liste des ouvraisons qui sont considérées comme entièrement obtenues, mais vous avez aussi une annexe qui reprend ce qu'on appelle les Product Specific Rules, c'est-à-dire par chapitre ou par produit spécifique, on donne des règles d'origine donc précises. Alors, si on va voir dans cette liste, dans cette annexe, on voit que pour les produits du chapitre 7, donc le chapitre 7, c'est 07, hein, eh bien, on voit que la règle, c'est fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 7 utilisées, et on ne l'écrit pas, mais c'est sous-entendu, donc toutes les matières normalement hein, non originaires utilisées. Bon, ici, ce n'est pas le cas puisque on dit que ça doit être entièrement obtenu. Donc, on dit que les matières utilisées doivent être originaires, c'est-à-dire qu'elles doivent être entièrement obtenues. Mais on verra que dans d'autres règles, on parle des matières et la règle d'origine, elle s'applique toujours sur des matières non originaires. Bon, mais ici, en fait, on voit que la règle pour le chapitre 7, ça dit exactement la même chose que ce qui est prévu à l'article 4 sous B. Autre exemple, on a des pousses de bambou qui poussent à l'état naturel en Corée, qui sont récoltées et qui sont mises en conserve, exportées vers l'UE. Eh bien, on voit dans l'accord Corée du Sud, on voit donc petit b, les produits végétaux qui ont poussé et qui ont été récoltés. Donc ici, c'est encore une autre formulation et on voit que c'est cumulatif. Donc il faut que ça ait poussé et que ça ait été récolté. Donc c'est très important d'aller voir chaque fois dans l'accord quelle est la règle correspondante, ça évolue. Autre exemple, pour des plantes aquatiques de la famille Egeria densa, qui est cultivée en Belgique, exportée vers le Liechtenstein. Est-ce qu'il y a une origine préférentielle ou pas? Alors ici, si on regarde dans les règles panoro-méditerranéennes modernisées, on voit petit b, donc c'est encore différent. On a ajouté les plantes à l'inclusion donc des plantes aquatiques et les produits végétaux qui ont poussé et qui ont ou qui ont été récoltés ici. Donc là, ici, c'est pas cumulatif, c'est poussé ou récolté, mais on a ajouté les plantes aquatiques qui ne s'y trouvaient pas dans les autres accords. Autre exemple, donc en Belgique, des poulains naissent, donc ils sont élevés et puis à un moment on les exporte vers l'Algérie. Donc on voit que dans la règle, donc l'Algérie, on va regarder plutôt dans la zone panoromètre, on regarde les règles de la convention régionale, donc les règles classiques, et là on voit sous petit c, donc les animaux vivants qui sont nés et élevés là, donc là aussi, origine préférentielle. Encore un autre exemple pour illustrer donc le cas où en Finlande on prélève de la laine sur des moutons vivants, hein, donc de la fibre de laine exportée vers la Suisse. Est-ce qu'il y a une préférence ou pas? Oui, sur base de la convention régionale, on voit petit c. Donc dans l'entière-obtention, ce sont les produits qui sont obtenus à partir d'animaux qui sont élevés là. Donc, ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que en Finlande, on peut très bien importer des moutons de Norvège et ils doivent pas forcément. Donc, le mouton ne doit pas forcément être né en Finlande, être originaire de Finlande, né et élevé pendant un certain temps en Finlande. Il suffit que allez, c'est pas combiné. Il suffit qu'il ait été élevé là, mais il peut être né ailleurs. Et donc, et alors, autre remarque, c'est que l'animal reste vivant à la fin. Donc, quand on lit la règle. Alors, autre cas ici, donc l'Azerbaïdjan. Donc là, on a un élevage de poules, ils pondent des œufs, les œufs éclosent et on a des petits poussins qui sont nés, élevés et puis qui sont abattus, transformés en filets, emballés, exportés vers la Côte d'Ivoire depuis l'UE. Est-ce qu'il y a une préférence lors de l'importation des filets en Côte d'Ivoire? Alors là, on va voir dans l'accord
l'accord de partenariat économique avec la Côte d'Ivoire, donc protocole 3 pour les produits entièrement obtenus. Et là, on voit qu'il y a plusieurs petits littérats qui sont intéressants. On retrouve donc ce qu'on a vu avant, donc le petit A, les animaux vivants nés là. Et puis, on a les produits tirés à partir d'animaux vivants élevés là. Donc, c'était l'exemple qu'on a vu avant, la laine, mais par exemple le lait qu'on prélèverait sur une vache ou sur une chèvre. Et puis, on a maintenant ici, ce qui nous intéresse, c'est le petit K. Ce sont les produits obtenus sur place à partir des produits spécifiés sous A à J, et donc notamment A et D. Donc, par déduction, on comprend qu'on obtient des produits qu'on extrait des animaux vivants qui sont nés et élevés sur place. Et donc, on a prélevé la viande sur ces animaux. Et donc, à la fin, évidemment, les animaux, ils sont morts. Bon. Autre type de formulation pour dire la même chose, en moins compliqué, l'accord avec le Canada. Donc, on exporte des côtes de porc surgelées vers l'UE. Et là, dans l'accord avec le Canada, on voit l'article 4 anti-obtention, on voit les produits obtenus à partir de l'abattage d'animaux qui sont nés et élevés sur place. Donc là, c'est plus clair. On voit que ce sont des animaux qui ont été abattus. Hein, et ils ont bien fait la distinction avec le D, les produits qui sont obtenus à partir d'animaux vivants. Encore un autre exemple pour ici, donc on a des sangliers et on va exporter du civet hein, vers le Canada. Est-ce qu'il y a une préférence ou pas? Ici, ce sont les produits obtenus par la chasse, les pièges ou la pêche qui sont conduits là. Bon, voilà, il parle des eaux territoriales, mais ça, c'est dans le cadre de la pêche. Mais donc ici, c'est la chasse, donc c'est originaire aussi. Alors, on arrive à la situation un peu particulière de la pêche. Donc ça, je voulais aussi l'évoquer parce que c'est quelque chose d'intéressant. Donc, premier exemple, on a des bateaux de pêche qui battent pavillon égyptien et on a des bateaux de pêche qui battent pavillon Arabie Saoudite. Et dans le golfe de Suez, on capture un poisson, Boops Boops. J'ai choisi allez, c'est vraiment pêché à cet endroit-là, mais il y a d'autres poissons. J'ai choisi celui-là parce que son nom était amusant en anglais. C'est du bog. Et la question, c'est, on l'exporte vers l'Espagne. Est-ce qu'il y a une préférence ou pas? Alors, dans la convention régionale Paneromet, donc pour l'anti-obtention, on nous dit sous E les produits qui sont obtenus par la pêche réalisée là. Donc, comme la pêche a été réalisée dans les eaux territoriales de l'Égypte, pardon, zut, attends, comment je fais pour retourner en arrière? C'est ici, voilà. Donc, on a pêché ici dans les eaux territoriales, donc on n'a pas besoin de s'interroger sur le fait qu'ils battent pavillon, qu'il y ait des bateaux, une partie des poissons qui ont été pêchés, qui battaient pavillon Arabie Saoudite. Donc, le pavillon ici n'intervient pas parce que le poisson était pêché dans les eaux territoriales. Donc, l'origine, c'est Égypte. Deuxième cas de figure, cette fois-ci, donc ce sont des bateaux qui battent pavillon égyptien uniquement, qui pêchent des sardines en Méditerranée dans les 100 000 marins. Donc c'est la distance, c'est 100 000 marins. Alors est-ce que c'est originaire ou pas si on exporte vers l'Espagne? Alors ici, on voit plus loin qu'on a les produits de la pêche et autres produits qui sont prélevés sur le fond marin ou dans ces eaux territoriales et qui ont été pêchés par ces bateaux. Alors, deux choses à dire. Donc, d'abord, la question d'eau territoriale. Donc là, ça renvoie au droit de la mer, tel que défini dans la Convention des Nations Unies de 1982. Et on compte en fait la zone territoriale, c'est les 12 000, les 12 000 marins. Donc, ça représente à peu près 22,2 km. Après, il y a ce qu'on appelle la zone économique exclusive. C'est pas utilisé dans le cadre de l'origine, mais c'est plutôt une zone dans laquelle ils ont la priorité, les droits exclusifs pour la pêche
Et donc, un pays tiers qui va pêcher, il doit obtenir des autorisations. Voilà, en fait, c'est ça. Mais ici, donc, dans le cas de l'origine, on utilise cette condition des 12 000 marins. Alors, on voit que, donc, on a dit, une des conditions, c'est que ça doit être pêché par ces bateaux. Et donc, on a une définition de ce qu'on entend par ces bateaux. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit dans le cadre de la convention régionale PEM? Donc, les règles classiques, on nous dit, voilà, il y a des conditions de A, B, C, D, E. On nous dit, voilà, il faut que le bateau soit enregistré, il doit battre pavillon, il y a des conditions sur la propriété, il doit être détenu à 50% par des nationaux ou par une compagnie qui a sa tête, son bureau central dans le pays d'exportation, avec des conditions sur le manager, etc. Donc, il y a presque l'âge du capitaine. Et puis, D, on nous dit que le maître de bord et les officiers sont des nationaux du pays d'exportation et que l'équipage doit être composé au minimum de 75% de nationaux. Donc, c'est pas mal de conditions. Et si on répond à ces conditions, on peut considérer que dans notre exemple, le bateau, eh bien, il répond aux conditions, donc, et donc le poisson est espagnol. Donc, il a bien été pêché par pardon, le poisson a une origine préférentielle Égypte et peut être exporté avec une préférence Espagne. Avec une préférence vers l'Espagne, c'est ça que je veux dire. Bon, j'ai ma langue qui s'en mêle. Alors, autre exemple, c'est le cas des poissons qui sont transformés sur base donc à bord de bateaux-usines. Donc, on a ici des bateaux qui battent pavillon égyptien, qui pêchent des sardines de la position tarifaire donc 0302 et ils sont transformés sur un bateau-usine espagnol en filets de sardines. Ils sont mis en conserve. Alors, est-ce que c'est originaire ou pas? Bon, lorsqu'on exporte vers la Jordanie. Donc là, on regarde aussi dans la convention PEM, donc article 4 entièrement obtention, et on voit la même chose. Donc, on voit donc petit g, produits fabriqués à bord de ces bateaux-usines, exclusivement à partir de produits qui sont référés à F. Et F, qu'est-ce qu'on dit? Là, on dit que ce sont des produits qui sont pêchés dans sa mer, en dehors de sa mer territoriale par ces bateaux. Bon, ici, donc, il s'agit d'un bateau espagnol qui bat pavillon. Et donc, il y aura des conditions sur le bateau puisqu'il pêche en dehors des eaux territoriales et il y aura des conditions de définition sur le bateau. On va voir après. Mais on nous dit que de toute façon, allez, si on regarde dans les règles de liste, donc c'est-à-dire à l'annexe où il y a des règles spécifiques pour les produits, on nous dit comme règle fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 3 utilisées doivent être entièrement obtenues. Donc ici, les poissons, bah, ils ont été pêchés en dehors des eaux territoriales, donc il faut regarder les conditions du bateau. Ici, l'exemple, là j'ai montré en fait dans les règles modernisées, on voit que les conditions ont été allégées, donc mais le poisson doit être entièrement obtenu. Voilà. Donc la réponse c'est non au départ. Il n'a pas été pêché dans les eaux territoriales. Et après, il faut vérifier la condition du bateau. Bon. Maintenant, il faut aussi voir, tout ça c'est en dehors d'application des règles de cumul aussi. Hein. Bon, on en parlera après. Bon. Alors, autre exemple qui fait référence à l'élevage, donc à la pisciculture. Donc ici, on a des alevins de tilapia qui sont nés et élevés en Égypte, donc qui résultent de l'aquaculture, exportés vers l'Espagne avec une préférence égyptienne. Et là aussi, c'est originaire puisque dans les règles modernisées, on a ajouté donc les produits de l'aquaculture où le poisson, les crustacés, les mollusques et autres invertébrés aquatiques sont nés ou élevés à partir de larves d'alevins ou ce qu'on appelle de juvéniles. Donc voilà, donc c'est originaire.
Alors, un exemple supplémentaire pour illustrer ce qui se passe dans le contexte du SPG. Donc là, j'ai pris un exemple avec le Cap-Vert. J'ai mis la carte pour ceux qui ne sont pas forts en géographie. Donc, vous voyez, ça se trouve tout près de la Mauritanie, du Sénégal, de la Guinée, etc. On a des activités de pêche donc dans les eaux qui sont menées dans les eaux territoriales du Cap-Vert, et on pêche du yellow tuna, du yellowfin tuna, donc de la position fractionnée 0,3-0,342-20. Et là-bas, ils fabriquent, donc ils mettent le poisson en conserve et exportent vers la Roumanie. Alors, est-ce qu'il y a une origine préférentielle Cap-Vert ou pas? Quand on regarde la règle d'origine spécifique pour ce produit, donc on voit que pour le chapitre 16, on nous donne comme définition donc les préparations de viande ou de poisson ou de crustacés, mollusques ou d'invertébrés aquatiques. Et la règle, c'est quoi? C'est fabrication à partir de matière de toute position, à l'exception, avec certaines exceptions. Et donc, par exemple, certaines matières du chapitre 16 doivent être, on ne peut pas les utiliser. Et deuxième tiret, dans laquelle toutes les matières du chapitre 3 et les matières du chapitre 16 obtenues à partir de poissons et de crustacés, mollusques, etc., doivent être entièrement obtenues. Donc, en fait, bon, le chapitre 16, c'est plus large. Ça couvre d'autres produits que celui de l'exemple, donc du thon en canette. Donc, du coup, peut-être que dans notre exemple, le premier tiret ne s'applique pas. Par contre, le deuxième tiret, il s'applique. Donc, on respecte cette condition. Enfin, on devrait respecter la condition. On nous dit que les matières du chapitre 3, donc il s'agit du thon. Donc, ça veut dire que le poisson, au départ, il doit être entièrement obtenu pour que la conserve ait une origine préférentielle. Alors, dans notre exemple, là, il faut regarder dans un règlement. Règlement délégué donc de la commission. J'ai mis quelques articles qui sont intéressants pour vous. Il y a notamment l'anti-obtention, les grands principes vous explique que il faut faire soit anti-obtention, soit transformation suffisante, le principe de la territorialité, avec la référence aussi du droit de la mer, donc voilà. Et puis l'anti-obtention, où il y a aussi des conditions expliquées pour les bateaux, la pêche, quoi, et les bateaux. Donc, vous retrouvez les conditions ici que j'ai mises. Voilà. Donc, ici, deuxième exemple. Donc, dans l'exemple que j'ai passé, on respectait puisque c'était pêché dans les eaux territoriales. Ici, on a du poisson qui est mélangé en quelque sorte, puisqu'on a une partie du poisson qui est pêché dans les eaux territoriales du Cap-Vert et d'autres qui sont pêchés près d'Abidjan, donc plutôt en Côte d'Ivoire. Donc, cette partie du poisson n'est pas originaire. Donc, du coup, pour respecter la règle, ça pose un problème puisqu'il y a une partie qui n'est pas originaire. Alors, mais il y a une exception parce que il y a une règle qui s'appelle la règle de tolérance qui se retrouve dans le cas du SPG à l'article 48 et on nous dit par dérogation à l'article qui porte sur l'anti-obtention et la transformation, surtout transformation suffisante, on nous dit que dans certains cas, des matières non originaires qui normalement ne peuvent pas être utilisées, eh bien, on peut toutefois, malgré tout, les utiliser à condition que ce soit dans certaines limites en termes de quantité. Alors, on voit qu'on a en fait prévu deux possibilités. On a sous A, c'est 15% en poids du produit pour une série de produits qui sont chapitre 2, 4 à 24 autres que les produits de la pêche du chapitre 16. Alors ici, on n'a pas pris ça. Pourquoi? Parce que lorsque on a une canette de thon, automatiquement, on va avoir un peu d'eau dedans. Donc, ça va fausser le poids. Donc, on a choisi l'autre alternative. Ça va être un pourcentage exprimé par rapport à une valeur ex-works price. Donc, c'est la valeur du produit fini départ sortie usine et non pas par rapport au poids.
du produit. Donc ça, c'est 15% par rapport à la valeur. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ce pourcentage, cette tolérance, donc, ne permet pas, elle ne s'additionne pas avec une tolérance qui serait éventuellement prévue dans une règle spécifique pour les produits. Donc, si on a une règle spécifique pour ce produit qui prévoit un seuil, eh bien, on ne peut pas augmenter ce seuil en disant « Ah, mais j'ajoute les 15% de tolérance ». Donc, ça ne fonctionne pas. Donc, dans notre exemple, concrètement, ça veut dire que on pourrait accepter au Cap-Vert un apport de thon pêché dans les eaux territoriales de la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire du thon qui ne serait pas originaire, à condition qu'on respecte cette limitation de 15% en valeur. Alors, mais, il y a encore un mais, et je donne cet exemple pour illustrer un peu les différents scénarios, possibilités qui peuvent intervenir. C'est qu'il y a un autre article, c'est l'article de l'unité de qualification qui dit que ça s'applique en fait, ça doit s'appliquer à tous les composants qui sont utilisés pour produire la conserve de thon. Et donc ça, c'est un problème parce que quand on fabrique une conserve de thon, en fait, on prend un poisson après l'autre. Hein, la machine met tous les poissons les uns après les autres dans la canette. Donc, ils sont ajoutés l'un sur l'autre. Allez, 3-4 peut-être sardines ou 3-4 morceaux de poisson dans une canette. Mais on n'a pas mis tous les poissons broyés et mélangés. On n'est pas dans le cadre d'une conserve de crabe où tout a été mélangé et broyé. On est ici dans une case avec des poissons comme ça entiers ou semi-entiers qui ont été ajoutés. Et donc, on ne sait pas vérifier le pourcentage exact des 15%. On n'a pas, on ne sait pas couper un poisson en deux et être sûr que ces 15% en valeur soient respectés. Donc, du coup, ça empêche la règle de cette règle d'unité de qualification, qui est une règle qui est assez peu connue, qui est difficile à mettre en œuvre. C'est une règle qui, dans le cas présent, dans l'exemple présent, empêche la mise en œuvre de la tolérance, de la règle de tolérance, dans le cas présent. Donc, en fait, on ne sait pas appliquer. Mais il y a quand même certaines possibilités. Vous voyez, avec l'origine, il y a des surprises. Si on regarde la situation entre 2017 et 2018, il y avait des dérogations qui étaient octroyées. On avait dans le cadre de l'accord de partenariat, il y a eu des quotas tarifaires et on a donc autorisé l'utilisation de thon non originaires pour une quantité de 5000 tonnes. Alors après, quand les 5000 tonnes étaient utilisées, eh bien, il fallait appliquer la règle alors normale. Mais pour 5000 tonnes, ils ont pu incorporer des matières non originaires. Alors, cette dérogation, elle est gérée en fait par le pays, l'autorité douanière donc du pays qui bénéficie de la dérogation. C'est eux qui accordent à leurs opérateurs, qui distribuent les quantités, en fait, les quotas. C'est eux qui gèrent ça. Et alors, sur les preuves d'origine, ils doivent mentionner, faire référence à la dérogation et mentionner les quantités utilisées. Voilà, ça c'est pour la petite histoire. Alors, autre exemple pour montrer un peu l'entière obtention qui est exprimée différemment. Dans l'accord de partenariat avec le Japon, ils ont prévu une règle un peu particulière pour le thon. Hein. Vous savez que le thon, c'est un peu un trésor national. C'est comme le riz japonais, il y a certaines choses. Et ici, ils ont prévu une règle alternative dans laquelle on prévoit la production pour lequel le thon est élevé en cage dans une ferme aquatique. Il est nourri et donc engraissé pendant un minimum de 3 mois, etc., avec des conditions et tout ça, et des documents de suivi. Donc, c'est pour montrer qu'il y a parfois encore des cas un peu plus particuliers selon les accords. Toujours dans l'entière obtention, un autre exemple. Donc, on a par exemple ici on récupère des matières brutes, des composants bruts sur des GSM qui ont été cassés. Hein. Et là, donc, on a le petit i,
collecte d'articles qui peuvent faire l'objet de la récupération des matières et des déchets. Encore un autre exemple tiré du Vietnam ici pour les chutes et les déchets qui résultent d'opérations manufacturières. Voilà, donc ça c'est un exemple. Je vais un peu accélérer parce que le temps se réduit. Autre exemple encore pour montrer qu'on peut obtenir des marchandises à partir d'autres produits qui étaient entièrement obtenus, des plantes et des végétaux qui ont poussé, qui ont été récoltés ici en Bolivie, sur les hauts plateaux, de l'origan. Et sur base de ça, on distille et on obtient un autre produit, une huile essentielle qui est originaire. Une autre forme d'antirobtention, c'est une antirobtention qui se déroule à l'intérieur d'un seul territoire douanier. C'est le cas des ouvraisons et des processus qui sont réalisés dans l'UE. Donc ici, dans le cadre textile, le grand principe du textile, c'est toujours la double transformation. Donc, par exemple, vous partez des fibres naturelles, vous faites fabriquer un fil, première ouvraison, puis vous faites un tissu, deuxième ouvraison, et donc vous avez une double transformation avec un produit originaire. Autre situation, vous partez d'un fil, vous faites le tissu, première ouvraison, ensuite vous fabriquez un vêtement, deuxième ouvraison, vous avez un produit originaire. Donc c'est le grand principe de la double transformation. Ça résume, voilà. Donc, j'ai passé la première situation, l'antirobtention. Deuxième cas de figure, où les choses se compliquent un petit peu, c'est lorsque plusieurs pays sont impliqués dans la fabrication d'un bien au niveau des matières premières ou des processus. Et pour déterminer l'origine, on a recours à plusieurs critères dans le cadre des règles d'origine. Premier critère, c'est le critère de changement de position tarifaire. Prenons un exemple. Nous avons ici la fabrication de pralines en Belgique à partir de sucre de canne du chapitre 17. Ici, on va dire qu'il y a la valeur est inférieure ou égale à 30% du prix des pralines. Ensuite, du Venezuela, on importe des fèves de cacao et du beurre de cacao de France, donc de la position 1804. Alors, la règle d'origine, puisqu'on exporte vers la Corée du Sud, on regarde donc dans le protocole origine de l'accord bilatéral, et pour les produits du chapitre 18, puisque on exporte du 180690, donc c'est chapitre 18, on voit la règle suivante, donc fabrication à partir de matières, alors sous-entendu non originaire, hein, de toute position tarifaire, à l'exception de celle du produit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans les matières qu'on utilise, on ne peut pas utiliser du 1808, du 1806 qui serait non originaire. Donc, on est obligé d'avoir des matières. Si on utilise du 1806, il doit obligatoirement être originaire. Bon. Peut-être petite remarque, c'est que de manière générale, quand on a une règle d'origine, elle s'applique uniquement aux matières non originaires. Donc, dans le cas présent, on ne doit pas regarder le beurre de cacao français, puisque par définition, il est considéré comme originaire dès le départ, puisque il est obtenu. Donc, on va considérer ici que son origine est française. Il est obtenu donc en France. Voilà. Il y a le principe d'absorption, c'est-à-dire un produit qui a obtenu une origine n'en change pas s'il est incorporé dans une composante qui est incorporée dans autre chose. Bon. Alors, en Belgique, donc, on fabrique les pralines et dans notre exemple, il y a une deuxième condition où on limitait la valeur des matières non originaires du chapitre 17. On disait que ça ne pouvait pas dépasser 30% du prix des parusines des pralines. Bon, dans notre exemple, j'avais respecté cette condition. Donc voilà, donc ça veut dire ici, on aurait un produit originaire. Deuxième exemple, on fabrique des frites à partir de patates douces égyptiennes. En France, on ajoute de l'huile de tournesol, du sel,
de la farine de riz, etc. Et on fabrique donc des frites surgelées. Alors, on va exporter vers la Norvège. Bon, disons que on va utiliser ici le protocole Panoramet. Et là, pour la position X 2008, alors quand il y a X, en fait, ça veut dire que la règle ne porte que sur la partie décrite. Hein, ça veut dire que peut-être plus bas dans le tableau, il y a d'autres règles pour d'autres produits du 2008, mais alors ils ont d'autres règles. Ici, on regarde, donc la règle ici ne porte que pour le descriptif, c'est-à-dire other except for fruit and nuts, cook otherwise, etc. Et alors la règle qui est prévue ici, c'est la fabrication à partir de matières de toute position, à l'exception de celle du produit. Donc c'est le cas ici, puisque on produit du 2008 et on a eu un changement de position tarifaire, puisque les 4 premiers chiffres des pommes de terre brutes étaient du 0,714. Alors, autre exemple, on produit de la bière et en Belgique, pour ce faire, on utilise de l'orge des États-Unis, des cerises du Danemark, de la levure belge, du malt français, de l'eau belge et du houblon des États-Unis. On veut exporter vers le Mexique. Est-ce qu'on a un produit originaire? On regarde pour ce faire dans le protocole origine annexé à l'accord UE-Mexique et sous ex chapitre 22, Beverage, Spirits and Vinegar. Donc là, effectivement, ça demande un peu de recherche parce que c'est pas toujours facile pour identifier où se trouve le produit. Donc il faut déjà savoir que la bière, ça se trouve à sous ce descriptif. On nous dit fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées, donc non originaires, sont classifiées dans une position autre que celle que le produit. Donc on voit que là, ici encore, on a une formulation qui est différente, mais qui dit pratiquement la même chose. C'est un changement de position tarifaire. Donc la condition, bien sûr, elle sera respectée puisque les produits qu'on a utilisés, ils sont très différents. Ce sont des matières brutes, c'est très différent de la bière. Donc le changement de position tarifaire sera respecté. Alors remarque, c'est que vous voyez, il y a une deuxième condition qui suit, qui est un petit peu étrange parce qu'on nous dit toutes les raisins et toutes matières qui sont dérivées des raisins utilisés doivent être entièrement obtenus. Alors vous allez me dire, oui, mais les raisins, on n'utilise pas des raisins pour faire de la bière. C'est une bière avec des cerises. Bon, voilà. Alors oui, vous avez raison, mais il y a une note introductive qui explique que lorsque une règle de liste spécifique que le produit peut être fabriqué à partir de plus de un matériau, donc c'est-à-dire qu'il y a différentes matières, ça ne veut pas dire qu'on doit utiliser toutes les matières. Et donc, ici, en fait, ce deuxième tiret, il est destiné à couvrir le cas où on veut déterminer l'origine, par exemple, du vin, où on a utilisé du raisin. Mais dans l'occurrence ici, comme le produit ne contient pas de raisin, ben, ce tiret ne s'applique pas. Voilà, ça c'est une explication. Un autre exemple, là, on fabrique très rapidement, donc on utilise du bois à l'état brut, on transforme, on fabrique en Turquie des ustensiles de cuisine. Est-ce que c'est originaire? Alors, l'exemple est intéressant parce que c'est un produit industriel, hein, donc ça veut dire que ça relève de l'union douanière. Donc ça veut dire que théoriquement, entre la Turquie et l'UE, les ustensiles de cuisine, ils peuvent circuler librement sans qu'il y ait des droits qui doivent être payés, hein, pourvu que les droits aient été payés à l'importation en Turquie au moment du franchissement de la frontière de la Turquie, entrée en Turquie du bois brut. Et vous allez me dire, oui, mais alors à quoi ça sert l'origine? Ben, ça peut être quand même utile de connaître, d'avoir des informations sur l'origine et de se dire, voilà, il y a quand même une origine préférentielle sur base des règles existantes. C'est aussi une règle de changement de position tarifaire. Pourquoi? Parce que il se pourrait que le client turc, il va encore faire quelque chose avec ses ustensiles de cuisine. Peut-être qu'il va encore transformer ou qu'il va les utiliser et qu'il va les exporter vers un autre pays de la zone Panoramet. Et donc, il aura besoin après, pour que la préférence soit obtenue dans cet autre pays, peut-être après la mise en œuvre d'un cumul, par exemple, il devra émettre une preuve d'origine avec des informations sur le cumul. Et donc, pour lui, ce sera important d'avoir obtenu des informations sur ce qui s'est produit, comment l'origine préférentielle a été obtenue en Turquie. Donc, voilà.
Alors, autre exemple, encore, on fabrique ici une serrure et c'est aussi une question d'anti-obtention, sauf à partir de la position 8301. Alors, dans notre exemple ici, vous voyez les composants, ben, ils ont tous des positions différentes, sauf le mécanisme principal qui, lui, est chinois. Donc, ça pose un problème parce que la règle n'est pas respectée, puisque le saut tarifaire n'est pas intervenu sur base du mécanisme chinois. Et là aussi, on a à l'article 5, qui concerne les ouvraisons suffisantes, on a la clause de tolérance, la règle de tolérance, qui là prévoit une tolérance de 10% en valeur. Donc, si on regarde ici, par rapport au prix que j'ai proposé, donc 1,50 € par rapport au prix 20 € de la serrure au final. Donc, c'est seulement 7,5% du prix fini. Et donc, la clause de 10% serait respectée dans l'exemple que j'ai donné. Voilà. Mais donc, c'est quelque chose qu'il faut tenir en tête, c'est qu'on peut avoir quand même un peu de composants non originaires qui permettent de respecter quand même la règle. Deuxième type de critère qui est utilisé dans le cadre de l'origine préférentielle pour déterminer l'origine, c'est ce qu'on appelle le critère de transformation. Donc là, j'ai déjà expliqué, on part du coton brut et on fait 2 ouvraisons et on arrive à un produit fini. Là aussi, c'est la Turquie, donc il y a une union douanière, donc même explication que tout à l'heure. Un autre exemple, c'est avec on craque l'éthylène, donc il y a une réaction chimique, on fait une purification, donc c'est une règle ici avec des alternatives, c'est tiré de l'accord UE-Japon, et là on donne des ouvraisons qui doivent être réalisées, donc réaction chimique, purification, etc. Donc là aussi c'est originaire. Ici j'ai un exemple avec l'huile de soja et l'huile d'olive, c'est pour illustrer en fait comment traduire la règle d'origine dans un processus industriel. On voit ici que pour l'huile d'olive, donc c'est fabrication dans laquelle tous les matières végétales utilisées sont entièrement obtenues. Donc dans notre exemple, on va dire qu'on fait la récolte et la trituration et le raffinage donc ont lieu donc dans l'UE. Ouais, ici, voilà. On fait une récolte et on fait tout ça. Et donc, à la fin, on a un produit originaire. Deuxième exemple, ici, c'est l'huile de soya. C'est celui-là que je voudrais montrer. Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exception de celle de produits. Donc, ici, dans l'exemple, si on récolte des fèves de soja aux États-Unis, et en Belgique, on fait ce qu'on appelle la trituration, l'extraction. On obtient 2 sous-produits, le tourteau qui est utilisé pour la consommation animale et une huile brute qui relève de la position 15,0710. Et on voit bien que c'est l'opération de trituration qui confère le changement de position tarifaire puisqu'on passe de 12,01 à 15,07. Et si après on fait un raffinage pour que cette huile puisse devenir une huile de consommation de table, on reste à du 15,07. Donc, il n'y a pas de changement de position tarifaire. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'étape qui confère l'origine, c'est la trituration-extraction. C'est celle qui confère, qui donne lieu à une transformation à un saut tarifaire. Si vous achetez de l'huile brute et que vous faites le raffinage, si vous achetez de l'huile brute non originaire et que vous faites le raffinage, vous êtes une étape trop loin pour faire un processus qui confère l'origine et donc vous n'obtenez pas un produit fini originaire et vous n'avez pas de préférence tarifaire. Voilà, c'est ça que je voulais expliquer. Ensuite, ce qu'on appelle un autre élément, c'est les transformations insuffisantes. Pardon, le critère de valeur ajoutée. Un exemple. Donc, on fabrique du yogourt à partir de différentes composants. Donc, on a du lait du chapitre 4 de Suisse, on a du sucre de canne du chapitre 17 du Brésil, on ajoute des ananas d'Espagne, du lait du chapitre 4 de France et en Belgique, on ajoute du sucre, de la poudre de lait, de la poudre vanillée et on produit un yogourt qu'on exporte vers le Mexique. Est-ce que c'est originaire, oui ou non? On regarde dans l'accord de libre-échange UE-Mexique et là, on voit plusieurs conditions. On nous dit que les produits du chapitre 4 doivent être entièrement obtenus.
Donc, du coup, on a un problème avec le lait suisse puisqu'il n'est pas entièrement obtenu, il est non originaire, donc on ne remplit pas la règle. Il y a une deuxième condition sur le jus de fruits à partir d'ananas, mais là, on n'a pas du jus de fruits, on utilise des ananas, mais pas du jus de fruits. Et de toute façon, l'ananas est originaire, donc ça ne s'applique pas. Et puis, on a une condition sur la valeur des matières non originaires du chapitre 17. On nous dit que ça ne peut pas dépasser 30% dans l'exemple, c'est respecté. Voilà. Alors, rappel, donc là aussi, on a la règle de tolérance de 10%. Et donc, on peut, à raison de 10%, incorporer du lait suisse. Hein. Si on dépasse 10%, ça pose un problème. Autre exemple de la valeur, ça vous regarderez par vous-même. Vous regarderez. Un deuxième exemple avec un calcul, là, vous regardez par vous-même. Voilà. Ça, c'est aussi des commentaires généraux, vous regarderez vous-même. Ça, c'est quelque chose qui est récapitulatif. Hein. Donc, voilà. Autre élément sur lequel je voudrais insister, ce sont ce qu'on appelle les ouvraisons insuffisantes qui confèrent jamais l'origine. Vous avez par exemple des opérations de préservation. Par exemple, vous sortez des vêtements, vous les aérez, vous les repassez, vous changez les emballages, vous peignez quelque chose, vous triez, classez, ça ne confère pas l'origine. Alors, il y a des discussions pour le moment pour certaines ouvraisons pour lesquelles on ajoute le mot simple. Par exemple, ici, si on a des oranges qui sont récoltées au Brésil et que on fait une simple mise en bouteille en Belgique avec le label et puis on exporte, est-ce que c'est originaire ou pas quand on exporte vers le Royaume-Uni? Non, parce que ce sera un simple mélange. Par contre, si on exporte donc du jus concentré, et donc en Belgique, on fait une dilution dans l'eau avec des machines qui permettent d'obtenir des caractéristiques souhaitées, donc une certaine épaisseur, avec un goût, une certaine consistance. On fait l'embouteillage, on fait le labeling, etc. Est-ce que c'est originaire ou pas? Bon, bah, pour nous aider dans ça, on a dans l'accord avec le Royaume-Uni, on a un article là-dessus où on explique que il y a des choses qui sont pas considérées comme des opérations conférant l'origine. C'est par exemple la simple mise en bouteille, en canette, en flacon, en boîte, etc. Le fait de mettre des logos aussi, un étiquetage, ou la simple addition d'eau ou la dilution dans l'eau, par exemple. Alors, même si on cumule ces opérations, ça ne confère pas l'origine. Et on nous dit sous deux que les opérations sont considérées comme simples si on n'utilise pas des compétences ou des machines, des appareils spécialement produits pour ça, pour faire ces opérations. Donc, du coup, qu'est-ce qui se passe pour notre mélange de jus concentré? Est-ce que c'est simple ou pas? Ben là, il y a une discussion. On pourrait dire de manière positivement, dire voilà, le résultat n'aurait pas la bonne concentration, le bon goût si on n'avait pas fait le mélange équilibré, pondéré. Maintenant, comme argument négatif, on pourrait dire que voilà, on a simplement mis de l'eau et que ça peut être fait à la main. Donc voilà, il y a une discussion. Donc la réponse, c'est peut-être. Après ça, il y a quelques slides sur la notion de cumul. Je ne sais pas si je vais aborder ça parce que maintenant on est un peu juste déjà. Juste Marc, je ne veux Oui, pas vous interrompre, mais on est oui, mais déjà je vais quelques arrêter là peut-être. J'ai un peu Oui, peur qu'on on va trop. voilà, mais c'est ça. Je vais m'arrêter ici parce que ça laisse encore une demi-heure à Géraldine. Vous regarderez par vous-même les exemples. J'ai déjà expliqué très brièvement que ce sont des ouvraisons qui sont réalisées et c'est une disposition qui permet de faciliter l'obtention de l'origine. Si vous avez des questions, n'hésitez pas par la suite à m'envoyer des mails. Voilà. Et vous avez encore un outil sur la plateforme d'Access to Market qui qui vous aide à déterminer l'origine de votre produit. Voilà, c'est le dernier message que je voulais vous communiquer. Voilà, désolé, ça a pris un peu beaucoup de temps, mais on a encore perdu un peu de temps à démarrer et se présenter, et donc du coup, ça,
encore un petit peu prolongé. Voilà, la présentation fait partie du webinaire et c'est bien de se présenter et vous céder la parole. Et donc, dans le même cas, on va céder la parole à Géraldine. Donc, on va partager votre écran. Voilà. Voilà. Vous voyez quelque chose? Oui, c'est clair. Très bien, il faut juste mettre en position diaporama et on voit vos slides. Voilà. Donc, On les merci voit, Marc. voilà. Vous les voyez? Oui, c'est clair. Oui, oui, tout est en ordre. Ok, super. Merci Marc pour ta généreuse explication sur l'origine préférentielle. Donc, je suis Géraldine Rentiens, je travaille à la Fédération des chambres de commerce. L'origine non préférentielle, l'origine des marchandises non préférentielles, c'est une matière qu'on partage avec le SPF Économie. Le SPF Économie a donné mandat aux chambres de commerce pour la délivrance des certificats d'origine. Nous sommes la Fédération des chambres de commerce. Outre l'origine, on s'occupe également des carnets ATA, des visas, des légalisations et des relations aussi avec d'autres institutions, ICC, etc. On va rentrer directement dans le vif du sujet. Voilà, donc l'origine, c'est la nationalité de la marchandise. Ça fait référence au pays de production. L'origine est souvent aussi confondue avec la provenance. La provenance se réfère uniquement au dernier pays où le produit a séjourné. Alors qu'un produit n'a pas nécessairement une origine préférentielle, il a bien toujours une origine non préférentielle. Marc l'a aussi évoqué, mais c'est important. Les règles d'origine non préférentielle servent à mettre en œuvre un certain nombre de mesures de politique commerciale. Elles servent aussi pour les statistiques, les marchés publics, le marquage d'origine et le crédit documentaire. Au niveau international, il existe deux principaux accords relatifs aux règles d'origine, l'accord de l'AMC et la convention de Kyoto de 1973 et révisée en 1999. Les dispositions légales au niveau européen sont le nouveau code de l'Union de 2016 et différents règlements délégués d'exécution. Voilà. Alors, nous aborderons tant l'origine non préférentielle au niveau de l'importation que de l'exportation. Donc, à l'importation, l'article 60 du CDU énonce clairement deux cas dans lesquels l'origine non préférentielle peut être obtenue. Donc, il y a l'entière obtention pour les marchandises obtenues dans un même pays et la transformation substantielle pour les marchandises dont la production a lieu ou bien des marchandises dans la production de laquelle interviennent plusieurs pays. Voilà, je passe certaines choses parce qu'on est un petit peu juste en temps. Les règles spécifiques pour les produits sont reprises dans l'annexe 22 du CDU, donc c'est aussi appelé les règles de liste. Dans cette annexe, en fait, se trouve à chaque fois un tableau de 3 colonnes. Première colonne, c'est la position, la sous-position tarifaire. La deuxième colonne, c'est la désignation des marchandises. Et dans la troisième colonne, la règle est énoncée. Alors, il y a deux règles possibles. C'est soit que le changement de position tarifaire sont des concepts que vous avez déjà entendus dans la présentation précédente, et la règle de la valeur ajoutée. Un détail pour la règle de la valeur ajoutée, c'est là on invoque alors la fabrication pour laquelle la valeur ajoutée acquise par la transformation et l'incorporation d'éléments d'origine du pays de fabrication représente au moins ou un maximum du prix. Donc il y a les deux notions, c'est soit un maximum de matière, soit un minimum. Donc ça, c'est la distinction à faire.
Donc, il y a les règles de liste et puis il y a les règles résiduelles. Les règles résiduelles doivent être appliquées si l'origine non préférentielle ne s'est pas déterminée sur base des règles primaires. Et il y a encore une exception pour la détermination de l'origine. Elle est évoquée ici, c'est la major portion rule, où qui se fonde alors sur le poids en valeur ou en quantité ou en pourcentage donc d'un pays d'origine. Voilà, les règles d'origine non préférentielle de l'Union européenne ne s'appliquent donc qu'aux importations. Donc, il n'existe aucune obligation en fait d'utiliser ces règlements pour les règles d'origine non préférentielle, mais alors à l'exportation. Toutefois, l'article 61 du CDU, je lis, dispose que si les prescriptions commerciales l'exigent, un document prouvant l'origine peut également être délivré dans l'Union conformément aux règles d'origine en vigueur dans le pays ou le territoire de destination ou en vertu de toute autre méthode permettant d'identifier le pays dans lequel les marchandises ont été entièrement obtenues ou ont subi leur dernière transformation ou ouvraison substantielle. Donc, il y a quand même un article qui effleure la notion d'origine à l'exportation et ce paragraphe couvre donc la délivrance aussi des certificats d'origine non préférentiels par les autorités compétentes des États membres de l'Union et donc en Belgique, ce sont les chambres de commerce. Donc à l'exportation, donc c'est vraiment ce qui est prévu dans le cadre belge. En Belgique, la délivrance des certificats d'origine est une compétence totale, exclusive du ministre de l'économie et c'est tant pour la détermination que pour la certification de l'origine. Donc l'article 3 de l'article 61 évoquait également deux situations différentes qui étaient l'entière obtention et la dernière transformation substantielle. Donc c'est, tout à l'heure vous avez entendu parler de suffisante, donc ici c'est substantielle. Et au niveau de Eurochambre, plusieurs pays européens ont alors rédigé des lignes directrices pour détailler les règles d'origine, puisque là on manquait de contenu. Dans les lignes directrices sont alors énumérées les conditions selon lesquelles les produits sont entièrement obtenus. Donc voilà, vous les retrouverez dans les slides. On parle du lait, de la pêche, du poisson, de la découpe du filet, découpe en filet, pardon. Voilà, et alors on parle également dans ces lignes directrices de la dernière transformation substantielle pour laquelle on énonce trois critères selon lesquels on peut déterminer l'origine. Donc le premier critère est le critère technique. C'est la transformation doit assurer un changement de nature ou apporter des nouvelles propriétés opérationnelles au produit fini. Ce critère est le plus important et déterminant pour calculer l'origine d'une marchandise. Le deuxième critère est donc le critère basé sur le saut de position tarifaire. Ce critère donne seulement une indication et n'est pas déterminant. Le dernier critère utilisé est celui de la valeur ajoutée. Il sera vraiment utilisé et appliqué en tout dernier lieu et il donne aussi également une indication. Vous avez plus de détails sur ces critères. On énonce aussi les différentes ouvraisons minimales, donc ces manipulations sur les marchandises qui ne confèrent pas l'origine. On en retrouve la liste, on parle de manipulation, d'emballage, de stockage, d'étiquetage, voilà. Donc ces différentes manipulations ne confèrent pas
l'origine. Il y a aussi différents cas particuliers qui sont évoqués. Par exemple, les accessoires peuvent prendre l'origine du matériel principal. On parle donc d'une pièce de rechange, par exemple d'une imprimante qui est envoyée en même temps que l'imprimante. L'origine obtenue par un article peut être conservée si l'article est transporté, démonté. On parle aussi de l'origine des emballages. L'emballage peut prendre l'origine de l'article principal. Ça vaut la peine quand on envoie les slides d'envoyer aussi les lignes directrices que je vous ferai parvenir pour que la présentation soit complète. Les chambres de commerce délivrent les certificats d'origine. Donc le certificat d'origine est un peu la carte d'identité de la marchandise. Elles sont donc les chambres de commerce délivrent les CO pour tous les produits sauf les diamants, où là c'est le Diamond Office qui s'en occupe. Évidemment, quand un certificat est demandé auprès d'une chambre de commerce, il faut que l'entreprise apporte des preuves et les preuves diffèrent si si l'entreprise est propre fabricante ou négociante. La chambre de commerce est tenue à vérifier les origines et les preuves apportées. Donc, il faut que la demande soit complète. En tant que fabricant, donc, ce sera une déclaration de propre fabrication. Ce sera alors soit dans un site belge ou un site situé à l'étranger. Si l'entreprise est négociante, alors l'entreprise devra fournir des preuves, soit issues du régime préférentiel, et leur utilisation est possible selon certaines conditions, ou alors ce sont vraiment des preuves propres au régime non préférentiel. En tout cas, la règle, c'est que tout article annoncé dans la case 6 d'un certificat d'origine, pour chaque article, pour chaque origine, il doit avoir une preuve d'origine. Voilà, ce sont les différentes preuves. Et si, évidemment, la procédure de demande d'un certificat d'origine peut être un petit peu fastidieuse, entre la Fédération des chambres de commerce et le SPF Économie, pardon, il y a un accord de partenariat qui a fêté ses 20 ans. Dans cet accord de partenariat, il y a différentes simplifications administratives qui sont prévues afin justement d'alléger cette démarche. Il y a des simplifications tant au niveau de la fourniture des preuves, donc les entreprises peuvent demander un dossier déposé auprès des chambres de commerce. Il y a alors un entretien avec le SPF Économie pour approuver cette convention qui durera une année. Il peut y avoir des simplifications au niveau de la demande et donc maintenant les demandes passent par DigiChambers qui est un site en ligne. Voilà. Et alors, il y a aussi la simplification pour l'impression, puisque maintenant les chambres peuvent imprimer sur papier blanc, doivent plus spécialement disposer du formulaire à guillochage jaune, mais plutôt simplement imprimer sur papier blanc pourvu qu'ils aient actionné l'option adéquate dans DigiChambers. Il y a aussi différentes simplifications pour la rédaction. Donc, par exemple, il y a des simplifications au niveau des quantités, au niveau de la remise des preuves, un peu plus large que le dossier déposé. Voilà, je pense que j'ai essayé de faire au plus vite, vraiment, pour parcourir ces 35 slides et rester dans le timing demandé. Si par contre, vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas à m'envoyer un mail, soit vous passez par la chambre de commerce, par BC, pas de souci, mais sinon, vous pouvez aussi m'adresser un mail. Mon adresse est là. Je me ferai un plaisir d'y répondre individuellement. Voilà. Merci beaucoup. C'était une bonne présentation, tous les deux. Et donc, on a reçu deux petites questions que j'aimerais bien vous poser. Et donc, pour conclure, est-ce que, si on prend l'exemple de l'aluminium que Marc mentionnait lors de sa présentation, est-ce qu'on doit prouver la provenance de l'aluminium dans le cadre du certificat d'origine?
Ah, voilà. Voilà. Donc, attends. Donc, dans la slide de l'aluminium, tu veux dire? C'est-à-dire que tu dois avoir, dans mon exemple, on utilise des rivets, des vis, des plaques d'acier, etc. Donc, il faut pouvoir fournir des preuves sur l'origine des matières utilisées. Donc, en général, puisque là, les plaques d'acier étaient originaires, ça veut dire qu'elles ont été obtenues de fournisseurs sans doute installés dans l'Union européenne. Et donc, l'outil qui est utilisé pour avoir ces informations, c'est la déclaration du fournisseur. Ok, merci beaucoup. Juste une petite information de service pour Géraldine, il faut couper votre écran, sinon on voit ce que vous êtes en train de faire. Donc, voilà, merci beaucoup. Et donc, la deuxième question, on s'est posé la question comment on arrive à identifier notre code douanier. Par exemple, pour des produits qui mélangent plusieurs ingrédients, quand on parlait de la sauce aux œufs avec les piments et tout le reste, comment on sait trouver les codes douaniers avant de faire les démarches administratives. Ok, alors là, il y a deux possibilités. Soit la personne regarde sur le site de la douane que j'ai mentionné. Normalement, il y a moyen il y a un service nomenclature aussi. Donc, soit on peut contacter directement la douane. Ils ont des personnes qui sont responsables pour la nomenclature, qui peuvent donner qui sont des spécialistes qui peuvent donner ce genre de renseignements. Soit on peut chercher soi-même en faisant des recherches sur Internet. Sur le site de la douane. Maintenant, sur Access to Market, il y a aussi moyen de trouver les codes douaniers en tapotant et au fur et à mesure en adaptant les numéros. Donc, il y a moyen de voir. Voilà, sur le site TaxSud, on trouve aussi pour l'origine non préférentielle les positions de négociation. Ils sont classés par chapitre. Donc, on sait déjà trouver les différents chapitres du système harmonisé comme ça. Mais je crois que le plus simple, c'est de regarder sur le site du SP Finance et de les contacter. Ils ont des spécialistes. Dans ces cas-ci, Bessie n'intervient pas alors. On va vers la douane directement. Ce n'est pas nous qui sommes responsables pour la nomenclature, quoi. Donc, c'est la douane qui suit ça. Ou alors, il faut contacter l'Organisation mondiale des douanes. L'Organisation mondiale des douanes, sur son site, il y a à disposition toute la nomenclature. Il y a des choses qu'on peut consulter en ligne, il y a des choses qui sont payantes, mais c'est eux qui sont spécialisés pour ce genre de choses. D'ailleurs, il y a un nouvel exercice qui vient d'être réalisé, puisque tous les 4 ans, 5 ans, le système harmonisé est mis à jour. Je crois qu'il vient d'y avoir une publication d'une nouvelle mise à jour. Donc, voilà. Je crois que c'est aussi intéressant d'aller voir sur le site de l'OMD. Donc, Organisation mondiale des douanes. Ils sont basés à Bruxelles, près de la gare du Nord, et ils ont un site avec des informations là-dessus. Parfait, merci. Marc, peut-être dans la foulée, au niveau des douanes, la personne de contact, la nomenclature, c'est Mohamed El Moueden. Mohamed El Moueden, donc son téléphone est le 02 578 73 97. 578 73 97 et il a une adresse email da.lex.tarif avec 2 F, tarif, @minfin.fed.be. Peut-être Voilà. cette information on peut lui envoyer une question et il répond très, très rapidement. Peut-être c'est un contact qui peut être intéressant pour les entreprises. On peut le communiquer Exactement. quand on verra les slides en PDF à nos participants. Ça pourrait être intéressant comme vos contacts, comme spécifié Géraldine, pour si les entreprises ont des questions, de les poser directement.
parce que les cas sont tellement spécifiques que je pense qu'il y a tellement de différences entre si c'est du poisson ou un petit mouton ou on parle de l'aluminium, que peut-être il y a des questions spécifiques. Ils vont arriver au fur et à mesure qu'on a à ce moment. Et voilà. Donc, je ne sais pas si Jean-Philippe voulait conclure avec un mot par rapport à Bessie ou Digi Chamber ou... Oui, très rapidement, vu le temps, je voudrais surtout remercier Géraldine Rentiens et Marc Weignier d'avoir accepté notre invitation et aussi saluer la bonne collaboration entre Up Brussels et Bessie pour l'organisation de ce dernier Export Talk sur un sujet qui est très technique, évidemment, mais on a la chance d'avoir deux experts, Marc Weignier étant monsieur origine au ministère de l'économie, donc il jongle avec les origines depuis plusieurs années. Au niveau de Bessie, comme on l'a dit à plusieurs reprises, pour vos certificats d'origine, vos carnets ATA, vous avez deux personnes, Aliona Neagou et Tatiana Yodina, qui sont à votre disposition pour vous délivrer les documents de manière électronique avec DigiChamber, comme on l'a dit, ou bien en version papier pour ceux qui préfèrent faire le déplacement. Mais voilà, donc encore merci à tous pour votre attention et n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions parce que comme c'est technique, ça va assez vite, la présentation, beaucoup d'exemples. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à nous contacter. On relaie auprès de Marc Weignier si on ne sait pas répondre ou auprès de Géraldine Rentiens, auprès de Belgique. Jean-Philippe, je voudrais aussi donner encore des coordonnées des collègues des douanes parce que, par exemple, eux, ils gèrent des choses très pratiques et par exemple les autorisations, les certificats et les choses comme ça techniques. C'est eux aussi qui font les contrôles, donc du coup, ils sont en première ligne. Donc, je voudrais donner quelques contacts. Il y a Nick Van Geerterheuy. Donc, son adresse email, c'est Van Geerterheuy, donc c'est VANGERTERUY. Donc, je répète, NICK.VANGERTERUY. Et puis après, c'est l'extension habituelle, c'est @minfin.fed.be. Et puis, il y a aussi Sam Van Kerkhoven. Donc, lui, son adresse mail, c'est sam1, donc SAM1, donc point, Van der Kerkhoven, donc ça s'écrit VANKERKHOVEN. Donc, SAM1.VANKERKHOVEN. Je peux le transmettre après à Katia, hein, elle peut pour ceux qui n'ont pas su noter assez rapidement. Mais donc, si vous avez des questions techniques, ça pourrait être une bonne stratégie de mettre les collègues des douanes en copie parce que, bon, moi, je suis un peu tout seul là pour le moment au bureau. En plus, il y a certains aspects. Allez, je veux dire, nous, on est plus dans la théorie, on participe au comité, mais on n'a pas les aspects pratiques du dédouanement. On ne gère pas les autorisations ou la vérification même des documents. Donc, je pense qu'il y a une série de questions où eux sont plus à même de répondre. Donc, stratégiquement, envoyez à nous, envoyez aux chambres, même peut-être pour certaines questions, mettez aussi la douane en copie. Voilà. Parfait. On demandera alors à Katia de communiquer les différents contacts qu'on a communiqués aujourd'hui. Oui, avec je vais centraliser. Je donnerai aussi les numéros de téléphone. Oui, parfait. Je vais donner les numéros de téléphone à Katia. Parfait, merci. C'est une bonne idée. Moi, je rassemble tout et ce sera un plaisir de diffuser aussi aux participants les contacts qu'on a et les slides en PowerPoint, en PDF, pardon, pas les PowerPoint. Et comme ça, on aura tout rassemblé et satisfait, j'espère, les questions que les participants ont posées. Après, on reste toujours en contact. Si jamais vous avez des autres questions, vous pouvez toujours nous recontacter par mail, comme on a dit. Et il reste qu'à nouveau vous remercier pour cette belle collaboration et cette réussite de Export Talk qu'on espère de pouvoir encore en faire l'année prochaine. Et voilà. Parfait. Merci beaucoup. Bonne journée à tout le monde. Oui, pareillement. Merci. Au revoir. Salut. Au revoir. Au revoir.